Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actionnable, l'émission où j'interviewe des commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui, c'est Amélie Morel, directrice générale chez Sandler Training France. Hello Amélie, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, avec Amélie, on va discuter de closing, de prospection et de recommandations. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez Sandler? Oui, tout à fait. Enchantée, merci Ulrich de m'avoir invité. Donc, moi, c'est Amélie. Ce que je fais chez Sandler, j'ai acheté une franchise pour la France. Donc, je développe la partie vente chez mes clients. Donc, comment être plus efficace commercialement parlant. Et c'est un métier, donc comme tout métier, ça s'apprend. Donc, pour vous en dire plus sur moi, moi, j'ai toujours voulu faire de la vente. Donc, ça fait des années que je suis dans la vente et je ne sais faire que ça. Donc, j'allie et ma passion et mon boulot, donc c'est plutôt sympa. Voilà un peu ce que je fais dans la vie. Est-ce que tu pourrais maintenant nous présenter en fait justement les 3 conseils que tu vas nous donner aujourd'hui? Oui, alors on va parler de closing. Tout le monde dit qu'il a un problème de closing, c'est pas possible. En général, on n'a jamais un problème à la fin, on a un problème avant. Donc, on va voir où est-ce que pourrait se situer le problème. Le deuxième, c'est le point sur la prospection. En ce moment, on a énormément de problèmes à contacter des gens. On ne sait pas comment rentrer en contact avec eux, ils sont tous à la maison. Donc, à cette époque-là, c'est quand même assez difficile de téléphoner aux gens ou d'utiliser les anciennes méthodes pour pouvoir contacter des personnes. Donc, comment utiliser le digital, la vidéo, pour pouvoir rentrer en contact avec des gens. Et le troisième, c'est ce que tu allais me demander. Exactement. Le troisième, c'est la reco. Donc, on sous-estime souvent le fait de demander des recommandations. Donc, on va voir un petit peu. Allez, je vais vous donner 2-3 tips pour demander des recommandations en vous servant ou du LinkedIn ou d'un cercle d'amis, mais ne pas hésiter à demander à qui que ce soit. Voilà, il n'y a pas de tabou à propos de ça et c'est la méthode de prospection la plus efficace. D'accord, si tu veux, ce que je te propose, on va commencer du coup avec le closing. Tu disais que le closing, généralement, il y a plein de gens qui posent des questions sur le closing de ah, j'ai des problèmes de closing, mais tu étais en train de dire justement que le problème arrive avant, généralement dans ton process. Est-ce que tu peux nous en dire plus de qu'est-ce que tu entends par là? Justement, tu as utilisé le bon mot, le process. Donc, Ah, c'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est qu'en général, on fonce dans une vente et on se dit, il faut aller vendre. Or, plus on veut aller vendre, moins on vend. C'est le gros souci. Parce que quand on fonce, on y va tête baissée. Et normalement, la vente, c'est des étapes qui se succèdent. Donc, le closing, c'est la dernière étape. Donc, en général, si tu n'as pas fait les étapes d'avant, le closing, il vient tout de suite et c'est toujours une catastrophe. Le but, c'est d'arriver à qualifier une opportunité pour que le closing se passe tout en douceur. En fait, la conclusion d'une vente, c'est qu'une formalité. Mais pour ça, il faut avoir des étapes bien définies. Et chez nous, chez Sandler, on dit qu'il faut au moins 3 étapes. C'est la douleur, le budget et la décision. Si tu n'as pas de douleur, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à résoudre. Pourquoi faire un closing? On n'y arrivera jamais, il n'y a rien à résoudre. S'il y a de la douleur, mais il n'y a pas de budget, il n'y a pas de sous. Pourquoi faire un closing? Pareil, même chose, ça ne marchera jamais. Et si je ne suis pas en face des décisionnaires, à qui je suis en train de présenter? À une personne qui ne pourra jamais être mon représentant ou faire tout le boulot pour moi devant la personne. Donc, si je n'ai pas ces 3 éléments, le closing se passera toujours mal. Donc, ça ne peut pas être une définition en soi. On ne peut pas être mauvais en closing. On est mauvais en récupération d'informations. du coup, donc il y a 3 étapes. Donc du coup, comment tu fais pour trouver s'il y a s'il y a une douleur à résoudre justement en fait dans l'entreprise? Alors là, beaucoup ont utilisé, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais l'entonnoir, la questiologie, ils appellent ça comme ça, c'est sympa, il y a plein de mots comme ça. Le but, c'est comprendre d'où part le client, où il aurait aimé en être à cette même époque, et quel est cet écart entre les deux.
Et quand j'arrive à poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, depuis combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'ils aimeraient obtenir, est-ce qu'ils sont vraiment au bout de leurs études de faisabilité, etc., en fonction du projet que c'est. Quand j'arrive à comprendre ce qui se passe réellement, ce qu'ils ont essayé de faire et comment ça s'est reproduit, là, je peux dire si oui ou non je suis une option et si oui ou non je peux aider cette personne. En fonction de ce qu'elle va raconter, de l'ampleur du problème qu'il y a, on va pouvoir définir si on est ou pas la bonne personne pour résoudre le problème. Mais c'est qu'à base de questions. Donc après, il y a plein de trucs et astuces, dont savoir s'ils veulent vraiment s'engager à résoudre leurs propres problèmes. Et ça, par exemple, comme ce que tu es en train de dire, s'ils veulent s'engager à résoudre leurs propres problèmes, qu'est-ce que tu vas leur poser comme question pour détecter ça? Parce que j'imagine que si tu fais justement une qualification vraiment basique, toi, tu vas penser en tant que commercial, tu vas te dire, ah, c'est bon, il est intéressé. Mais vraiment, comme tu dis, il faut détecter s'il est vraiment, s'il veut résoudre ce problème. Comment tu fais pour détecter ça? Alors, il y a des questions et la question la plus facile, c'est qu'est-ce qui se passera si vous ne faites rien? Ou combien de temps vous pouvez rester comme vous êtes? Quand les personnes ne savent pas répondre à ces questions-là, ou quand elles disent que c'est un problème, mais bon, on peut continuer à vivre avec, le niveau de priorité, il n'est pas assez élevé pour passer à l'action. Donc, la douleur, elle existe, mais ça ne fait pas partie des priorités. Donc, ces deux questions permettent de juger où est le niveau d'engagement de l'autre partie. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais dans le cas que tu as un prospect qui te dit justement, oh bah, c'est pas très grave, enfin, c'est pas très grave, on n'aura pas trop d'impact si on fait rien. Qu'est-ce que tu fais avec lui justement? T'arrêtes la relation, t'arrêtes la conversation que tu as avec eux ou qu'est-ce que tu fais? La plupart du temps, si quelqu'un me dit que ça n'a pas vraiment de grand impact pour eux, la seule chose que je vais leur dire, je vais dire, ok, donc vous pouvez vivre comment, combien de temps, comme ça. Ils vont me décrire combien de temps ils peuvent le faire. Je dis donc, ça vaut peut-être pas la peine qu'on continue cette conversation aujourd'hui si c'est pas une priorité. Je vois pas en quoi je pourrais vous aider aujourd'hui vu que probablement le budget va pas être en face. Et on continue la discussion. On arrive très souvent à une discussion qui termine, non, c'est vrai, c'est pas le bon moment. Et Et du là, il coup, au faudra final, décider du futur clair. et j'imagine que pour toi, au final, c'est un gain de temps parce qu'au final, c'est un prospect qui est peut-être pas prêt aujourd'hui à acheter ce que tu fais, mais c'est aussi un gain de temps aussi pour, enfin, on va dire dans ton process parce qu'au final, si si t'avais pas détecté ça dès le début, ben en fait, toi, enfin, et ce que fait, je pense, la plupart des commerciaux, c'est quand tu sais pas vraiment si c'est une grosse priorité pour eux, ils vont continuer après, en fait, à les chasser. Alors qu'au final, c'est pas du tout une grosse priorité et tu t'aurais pu le détecter dès un de tes premiers rendez-vous en fait. C'est ça. Et donc, tu passes plus ton temps sur quelqu'un qui n'est pas prêt aujourd'hui. Ça fait pas partie de sa liste des priorités. Par contre, tu sauras exactement quand est-ce que ça va rentrer dans tes priorités. Donc, chez nous, on dit que pour tout système, toute méthodologie que vous mettez en place, quel que soit le process que tu vas mettre en place, il faut qu'il y ait des résultats bien positifs et définis avant le démarrage du process. Et chez nous, il y en a 4. Tu peux terminer le process par 4. Un oui, un non, des recommandations ou un futur très clair. Mais il n'y a plus jamais de « Ah, il faut qu'on en discute. Ah, je ne sais pas, mais alors, on va voir ça en comité de direction. » Non, tout ça, c'est terminé parce qu'on n'a pas le temps. Et le temps, chez le commercial, c'est la ressource la plus précieuse. Exactement. Donc, ici dans le cas justement que ton prospect te répond à ces questions, donc l'impact que ça a, si justement il ne fait rien aujourd'hui, qu'il est gros, tu sais que c'est une priorité pour lui. Donc du coup, là, c'est quand tu vas commencer à parler budget, j'imagine, ou comment tu fais ça? Exactement. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est quantifier la douleur. Donc, combien on est en Ok. train de perdre, combien de temps, d'argent, d'énergie. Enfin, ça peut être quantifiable de maintes façons, voire d'opportunités ratées ou de choses qu'on pourrait avoir, mais qu'on ne sait pas qu'on pourra avoir. Donc, c'est assez difficile des fois à quantifier. Mais avoir au moins un chiffre, quelque chose de tangible, pour pouvoir passer ensuite à la partie budgétaire. Donc, dérouler sur quelque chose, OK, maintenant, vous avez un problème, ça vous coûte tant.
combien vous êtes prêt à investir pour récupérer une partie de ça ou récupérer la totalité. Donc, quand il y a un chiffre, c'est beaucoup plus facile de parler budget que quand il n'y en a pas, parce que tout leur paraît astronomique. Donc, c'est pour ça qu'on traduit la douleur en chiffres, en heures de travail, en capacité de production, en X, Y, Z, en défaut de produit, en tout ce qu'on veut. Ça va dépendre du business. Le but, c'est arriver à traduire la douleur en un chiffre très précis pour pouvoir basculer sur le budget et voir et qu'ils se rendent compte, en fait, combien ils seraient prêts à investir comparé à ce qu'ils sont en train de perdre, ce qu'ils n'avaient jamais calculé auparavant. Et ça, du coup, ce chiffre-là, tu le calcules avec eux directement, j'imagine, pendant ton appel, ou tu fais ça comment? Oui, souvent on le calcule pendant l'appel. On les a prévenus qu'on allait parler budget avant. C'est ce qu'on appelle un contrat préalable. Donc, ils savent très bien ce qui va se passer durant l'appel. Il n'y a pas de surprise. Ils savent qu'on va poser énormément de questions, qu'ils vont parler beaucoup et qu'on va parler très peu. Et qu'on va venir sur le sujet petit à petit. Donc, c'est vrai qu'ils savent qu'à un moment donné, on va basculer sur la partie budgétaire pour pouvoir définir si on est une option ou pas. Petit à petit, ils en viennent, mais on calcule ensemble. On va poser des questions sur le nombre d'heures passées, les investissements réalisés auparavant. On va poser des questions sur ce qu'ils ont l'habitude. S'ils n'ont pas de budget, par exemple, si on sait qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer un budget, qu'est-ce qu'ils ont acheté récemment ou quels sont les achats qu'ils font de façon récurrente pour avoir une idée du chiffre auquel tourne leur tête, quoi. Moi, ce que je veux, c'est savoir ce qui se passe dans leur tête. Parce que si on sort un chiffre, je ne sais pas, moi, vous vous rendez compte que la machine, elle coûtait 1 million, enfin, elle coûte 1 million pour résoudre les problèmes. Vous savez qu'ils en perdent 50 millions. Tout le monde ne sera pas prêt. Certains seront prêts, d'autres pas. Ils vont trouver que le million comparé aux 50 millions, c'est rien. D'autres, ils vont dire, ah non, je ne peux pas, jamais ils accepteront, etc., etc. Donc, il faut voir budget versus perte. Du coup, je trouve ça intéressant en fait ce que tu es en train de dire parce que, en gros, moi, chaque fois, quand je parle justement avec des SDR, par exemple, nous chez Chili Pepper, on ne pose pas ces questions en prospection parce que justement, généralement, ça, c'est la technique du BANT que tu entends souvent, qui revient souvent. Donc, si tu n'as pas le budget au premier appel, en gros, ils peuvent disqualifier un prospect juste sur un premier appel. Alors que toi, dans ton process, justement, avant de parler du budget, il y a quand même. Tu parles d'une douleur, et cette douleur, justement, en fait, j'imagine que si tu parles de budget et que tu lui dis qu'aujourd'hui ta douleur elle te coûte tant, la conversation de budget, généralement, elle va s'ouvrir un peu. Ça va être beaucoup plus facile à discuter ça parce que nous, en interne, on parle beaucoup avec notre Sales Operation Manager qui, lui, nous a dit si toi, tu me poses une question, tu me prospectes, tu me poses la question si j'ai du budget, je vais te dire que j'ai jamais de budget. Parce que faut que tu me montres que le problème que tu es en train de me parler, que tu veux résoudre, c'est quelque chose qui me coûte de l'argent. Et là, je vais chercher du budget. Et justement, c'est ce que tu es en train d'expliquer. Exactement. Tout le monde déteste parler argent. Et franchement, les gens détestent qu'on leur vende. Donc, plus tu parles argent, plus tu veux leur vendre un truc. Les gens adorent acheter, par contre. Mais ils ont une raison pour laquelle ils veulent acheter. Donc, notre rôle, c'est là de détecter cette raison pour la comprendre et décider si on est ou pas l'option. Parce qu'il se peut aussi qu'ils aient un problème, que le budget, ils en aient un, mais ce ne soit pas celui dont ils aient besoin. Et tu restes coincé. Parce que tout le monde se dit, ah, il y a une opportunité. Ben non. Parce que s'il fallait 1 million et puis ils ont 50 000, comment tu fais? T'es coincé. Donc, est-ce que tu décides de continuer, de les aider à aller chercher ce million? Est-ce que c'est faisable quand on est à 50 000? Franchement, à un moment donné, il faut prendre une décision de savoir est-ce que j'investis plus de temps sur ce compte-là ou est-ce que finalement on est trop loin du compte et je peux pas, j'ai pas le temps d'investir des ressources dans quelque chose qui ne va pas avancer. Et d'autres vont dire ah mais je peux l'obtenir comme ci, comme ci, comme ça. Ok, avançons ensemble alors. Je vais t'aider. Et du coup, comment tu fais par exemple pour détecter ça? Tu disais par exemple si tu sais que la solution coûte 1 million et qu'ils ont que 50 000, parce que j'imagine, il y a des gens, ils savent qu'ils ont un budget, donc c'est beaucoup plus simple, mais ceux qui n'ont pas de budget, du coup, tu leur poses des questions sur ça pour savoir ce qu'ils peuvent aller chercher comme budget, ou comment tu fais ça? Oui.
On leur pose des questions sur les budgets qu'ils seraient capables d'obtenir, qu'est-ce qu'ils ont obtenu par le passé. Et s'ils ne savent vraiment pas, on utilise la technique de la fourchette. C'est une technique complètement classique, mais dans laquelle on fixe notre prix. Donc, bon, je ne vais pas te dire 1 million, mais si on parle de machines, c'est très gros toujours. Mais si on parle d'un petit budget papeterie, je ne sais pas, moi, ils ont l'habitude de dépenser 300 euros par mois, pour dire n'importe quoi. Bah, je vais leur dire, ben voilà, on est entre... si notre budget à nous, j'estime qu'il va être entre 400 et 600, ben je lui dis entre 400 et 600. Et là, je vois comment ça réagit. Et si eux, ils ne m'ont pas dit qu'ils avaient l'habitude de 300, en général, ils reviennent et ils se disent ah, quand même. Et là, ils commencent à tanguer et on peut voir avec le langage corporel que ce n'était pas le chiffre auquel ils s'attendaient. Et là, on peut mettre les pieds dans le plat et parler vraiment argent. Mais les gens n'aiment pas parler argent. Du coup, tu fais comment si tu vois que tu disais le langage corporel, si tu vois que c'était pas un chiffre auquel il s'attendait, du coup, qu'est-ce que tu lui poses comme question? En fait, il faut récupérer la situation à ce moment-là, parce qu'on a un déséquilibre entre celui qui se sent bien et celui qui se sent mal. Donc, comme la personne se sent moins bien que vous, hop, il va falloir rétablir l'équilibre. Et là, à ce moment-là, on va dire, ouh, je sens que c'était pas le budget auquel vous aviez pensé, ou vous avez un truc en tête. Ouais, entre 400 et 600, ça commence à faire beaucoup. Vous penchiez plus vers où? On était plus au max à 300. D'accord. Et là, il faut voir en fonction de l'entreprise, hein, ça dépend. Il y a des entreprises qui peuvent dire, OK, ben on enlève ça et ça et ça, et on va tomber à 300. Ou alors, on est incapable de faire. Et dans ce cas-là, ben, ce n'est pas une opportunité. Ben non, on ne sait pas faire à 300, quoi. Mais c'est jamais le moment où on négocie. Jamais. La négociation, ça n'existe pas. Pas à cette étape du budget. Parce que là, on est juste en train de parler argent, ressources, investissement au global. On n'est pas en train de négocier. Si on négocie, ça veut dire qu'on est en train de conclure une affaire. On est déjà loin. J'ai pas fini de qualifier. Et surtout, ce que j'allais dire, parce que là, ouais, là, on va dire, si une personne, comme tu disais tout à l'heure, n'est pas qualifiée par rapport à ça, du coup, bah, j'imagine que tu arrêtes la conversation à ce moment-là. Mais du coup, si tu vois qu'il y a vraiment du budget, donc là, tu vas passer à l'étape du décisionnaire, parce que justement, c'est aussi une erreur qui est souvent faite par les commerciaux à parler bah, en fait, bah, avec une personne qui n'est pas décisionnaire, justement. Tout le début de la relation est fait avec, un champion, généralement, tu l'appelles comme ça. Mais comment tu fais pour détecter si c'est le décisionnaire? Quelles questions tu lui poses à ton contact? Alors, il y a des tas de questions, il n'y en a pas une en particulier, mais on sait que dans toute structure, par exemple, il y a plusieurs décisionnaires. Donc, je vais dire, bah, c'est normal qu'en général, quand on parle de projet de cette amplitude-là, on doit consulter plusieurs services. Comment ça se passe chez vous? Et là, automatiquement, vous obtenez une réponse. Ah ben oui, il faut aller voir le service des achats, puis il va falloir retourner voir le légal, et puis celui-ci, puis celui. Ah, et comment ça se passe tout ça? Et hop, on note pour savoir comment se passe la chronologie et quand est-ce qu'on doit activer qui et quoi et comment. Et là, on obtient une chronologie qui nous permet de dire, OK, je vais suivre mon projet. Il faut que j'implique d'autres personnes. Et là, sur des grands comptes, ça devient du team selling, hein. Vraiment, on vend en équipe. Et c'est plus du tout une personne qui va vendre à une entreprise. Enfin, il n'y a plus un commercial pour une société. Il y a une équipe pour une équipe en face. Donc, plus le projet est gros, plus il y a d'interlocuteurs. Sinon, c'est plus relax, quoi, on va dire. Ça va plus vite. J'imagine. Et en plus, aujourd'hui, bah, il y a de plus en plus, même dans les boîtes qui sont petites, il y a de plus en plus de contacts maintenant qu'avant. Donc, toi, comment tu fais? Donc, tu disais, tu leur demandes comment ça se passe, la chronologie. Ma question, ça va être plus, généralement, tu auras plusieurs décisionnaires, parce que normalement, ils prennent leurs décisions en comité. Comment tu fais justement pour détecter ces personnes-là? Après, on devient très, très spécifique. Donc, la personne va vous donner, tu vois, elle va te dire, bah, dans tel service, Elric, bah, voilà, il faut aller voir un tel, un tel. En fait, on va demander, OK, dans ce service-là, qui est-ce qu'on devrait inviter à la table? Qui va se charger du projet? Et donc, on obtient les noms et ensuite, on demande un rendez-vous à tout le monde.
Donc, soit on demande à ce qu'on fasse une réunion globale, ce que font la plupart des commerciaux, hein, ils demandent d'avoir le plus de monde possible. Et des fois, ce n'est pas possible parce que quand il y a trop d'interlocuteurs, les agendas sont assez compliqués. C'est chaud. Donc, il faut trouver un entre-deux. Mais mon sponsor, mon champion, reste toujours avec moi. Je m'appuie toujours sur lui. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu me conseillerais? Si tu étais à ma place, tu ferais comment? Pour qu'il me donne les tuyaux et qu'il m'explique comment chacun réagit aux diverses situations. Qu'est-ce que chacun aime regarder? Comment chacun interagit? Pour que j'arrive à découvrir le profil des personnes et me dire, OK, prépare-toi comme ça ou prépare-toi comme ça. Du coup, si tu as toutes ces informations-là, donc on vient de parler, donc budget, pardon, si tu as la douleur, tu as le budget et tu as le process de décision au final. Donc là, ça te permet en fait tout ça, d'avoir ces trois éléments-là. Au final, ça règle tes problèmes de closing. Là, c'est facile. Je parle aux bonnes personnes, je les ai toutes eues, je sais quelles sont leurs douleurs. Je connais le budget, je sais, ils savent que je suis dans le budget. Je leur ai pré-mâché le travail avec tous ces rendez-vous qu'on a eus. Donc, ils savent déjà ce que je vais présenter, puisqu'on en parle au fur et à mesure des réunions. Donc, le jour de la présentation d'une offre, ah bah oui, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, parfait, ok, merci, c'est parfait, on y va. Donc, ça devient une formalité. Okay. Donc, on va passer, je te propose qu'on va passer au deuxième conseil. Donc, c'était la prospection. Donc, tu parlais tout à l'heure de, aujourd'hui, avec la situation actuelle, c'est de plus en plus dur à faire du cold calling, du cold emailing. Donc, tu as commencé un peu à parler de vidéo. Donc, qu'est-ce que tu entends justement en fait aujourd'hui sur les changements qu'il y a au niveau de la prospection? Alors, il faut vraiment s'appuyer sur la partie digitale. Les gens sont plus au bureau, pardon, ils sont tous à la maison. Tous, c'est une exagération quand même, pas tous. Mais pour avoir les gens au téléphone, c'est une mission rock'n'roll. Donc, il faut commencer à leur dire qu'on les cherche. Et pour commencer à leur dire qu'on les cherche, il va falloir se rendre visible. Et la meilleure plateforme pour se rendre visible en fonction du business, c'est soit Facebook, soit LinkedIn. Si je suis en B2C ou en B2B, ça change. Moi, j'ai beaucoup de clients en B2B, donc c'est vrai qu'on utilise énormément LinkedIn. Et là, il va falloir avoir une démarche, ce qu'on n'avait pas auparavant, assez marketing. Donc, le commercial s'appuyer sur le marketing pour générer du lead. Maintenant, il doit aussi générer son propre lead lui-même et pas attendre que le marketing descende tout. Et pour ça, il faut qu'il ait son job de marketeur aussi. Donc, il doit se marketer lui-même. Donc, les premiers contacts, en général, on les fait sur LinkedIn pour pouvoir faire baisser ces murs de défense. Parce que les gens, aujourd'hui, ils ont accès à des tas d'informations. Ils n'ont pas besoin de nous. Il va falloir se rendre valable. Et pour ça, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Donc, on va se rendre valable sur quoi? Sur des contenus, sur des vidéos qu'on va poster, sur des explications qu'on va donner, sur des petits tips et des petites astuces. On va devoir montrer quelle valeur on a de façon différente. Sans trop en dire non plus. C'est là le juste milieu. Mais les gens n'acceptent pas une conversation s'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Et ils acceptent de moins en moins de conversations. Le retour sur investissement d'un appel à froid, il est au niveau d'un cold emailing. Hein. C'est la même chose, des emails dans le dur. Hein. Donc, il faut être vraiment balèze. Et il y a des sociétés qui sont extrêmement douées aussi pour faire du cold emailing dans séquencing. Donc, il faut mélanger toutes les approches et intégrer la vidéo. Et la vidéo, on l'utilise autant par des messages, comme toi tu vas le faire, des interviews, des choses comme ça, mais aussi à des messages pour les personnes en direct. Donc, au lieu d'écrire un email, on va parler à la personne. On va s'enregistrer, on va envoyer une vidéo de ce que nous, on a à dire à cette personne. Et pourquoi on voudrait un rendez-vous. Mais pas en parlant de nous, en parlant d'elle. Donc, il faut changer beaucoup de choses. Les gens en ont marre de lire, ils adorent regarder des vidéos. Super. Il faut que le message soit super court, 50 secondes, 1 minute max. Et il faut que ça s'adresse aux problématiques que la personne rencontre dans son métier. Donc, le message doit être aussi très ciblé. C'est pas je fais ceci, je fais cela, ça n'intéresse personne. Quoi. J'ai plusieurs questions là sur ce que tu viens de dire.
Je vais d'abord reparler en fait de ce que tu disais sur la partie d'être présent sur les réseaux sociaux en fonction de ton public. Donc si tu es sur du B2B, LinkedIn, si tu es sur du B2C, Facebook. J'ai une question sur comment tu fais quand tu es un commercial, par exemple, parce que toi, tu es commercial et ce que tu vends au final, tu sais si tu l'appliques dans ce que tu fais. Donc, c'est ton contenu que tu peux faire, justement, on va dire, c'est plus facile à créer parce que au final, c'est ce que tu fais. Mais quand tu es un commercial qui vend une solution, par exemple, qu'il n'a jamais mis en place, parce qu'il y a des commerciaux qui vont écouter le podcast, ils vendent une solution à des RH et ils n'ont jamais fait de ressources humaines de leur vie ou ils n'ont jamais utilisé l'outil. Donc, comment tu fais quand toi, tu es commercial et que tu n'as jamais utilisé l'outil ou tu n'as jamais fait le travail de tes prospects? Ça, c'est chaud. C'est très Oui. chaud. Voilà. Tu peux pas connaître tout, mais si tu n'en connais pas suffisamment sur ton propre outil et ce qu'il résout, t'es quand même mal barré. Donc, première chose, c'est ton outil, il fait quoi? Mais en fait, il résout quoi chez mes interlocuteurs? Donc, si tu n'arrives pas à comprendre ça, il n'y aura aucun message qui passera. Et ensuite, il faut utiliser ce qu'ont dit nos clients sur nous. Donc, il faut interviewer les gens, il faut repartir au contact de nos clients si on fait du one-shot pour savoir la raison pour laquelle ils nous ont acheté. Mais en récurrent, on le fait souvent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on améliore? Comment tu verrais les choses, etc. Donc, ce qu'on fait en récurrent, il faut le faire sur du one-shot aussi. Demander du feedback pour ensuite pouvoir capitaliser dessus et raconter des histoires. Voilà pourquoi les gens nous achètent. Voilà ce qu'ils ont vu chez nous. Je ne sais pas si ce sera votre cas, et je serai ouvert à une conversation si vous avez 10 minutes pour échanger. Et ensuite, tu vois ce que ça donne. Tout le monde ne va pas répondre. On sait qu'en prospection, de toute façon, le taux d'ouverture de l'email, le taux de réponse à un LinkedIn, le taux de réponse à un appel téléphonique, il est faible. On sait qu'on se prend 9 murs et qu'on prend un oui. Ah, c'est ça. Et ça C'est- n'a pas forcément changé. Par contre, on a des façons de se faciliter la vie pour éviter de le prendre trop perso quand on prend 20 murs, 50 murs, 100 murs. Et de toujours rester en selle. Il faut quand même se faciliter la vie. Le digital permet de créer des contacts là où on n'aurait jamais été creusé avant. Donc il faut l'utiliser. je reviens sur ce que tu disais sur la vidéo. Donc toi, tu l'utilises à quel moment du process? Tu l'utilises vraiment que pour la prospection ou tu l'utilises à d'autres moments aussi dans ton process de vente? Tu peux l'utiliser à tout moment. En fait, moi, je l'utilise à plusieurs moments. Quand je veux attraper un prospect, donc je lui fais une vidéo, mais avant, il a vu des posts, il a vu des messages sur LinkedIn, enfin, il a vu des choses. Donc, j'utilise à ce moment-là. J'utilise aussi en présentation de devis. Donc, si je sais que je dois aller présenter un devis à Pierre-Paul Jacques, ben, j'aime bien. Si je ne peux pas être en face à face, ben, j'aime bien qu'ils aient une vidéo. Donc, c'est moi qui parle du devis. Comme ça, c'est plus explicite. Voilà, si on n'arrive pas à se caler un moment. On peut l'utiliser quand il y en a qui sont beaucoup en relance. Moi, je ne suis pas souvent en relance, mais il y en a qui passent trop de temps en relance parce qu'il leur manque un process, on revient aussi. Et là, on peut utiliser la vidéo. Ou alors pour clôturer un cas. Soit on clôt une affaire, soit on clôt un cas. Ben, là, on peut utiliser en quatrième option la vidéo aussi pour ce cas-là. Mais il y a des tas d'autres façons d'utiliser la vidéo. Pour chacune des étapes, on pourrait utiliser une vidéo. Ouais, il y a plein de possibilités. Ouais, exactement. Et on va arriver justement sur le troisième conseil que tu avais donné, donc c'était les recommandations. Tout à l'heure, tu disais, avec un prospect, tu as quatre alternatives. C'est soit il te donne un oui, soit il te donne un non, soit il te donne un futur clair, et soit il te donne une recommandation. Qu'est-ce que tu entends justement avec les recommandations? Des gens qui pourraient être intéressés par ce que l'on fait. Alors, derrière chaque personne, on dit chez Sandler qu'il faut avoir comme des ombres. Donc, il y a d'autres personnes derrière. Et nous, on a la personne de devant qui connaît des personnes derrière. Et ces personnes derrière connaissent d'autres personnes. Donc, les gens ont souvent très peur de demander des recommandations à des gens qu'ils rencontrent pour la première fois. Or, même si on ne se connaît pas, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas quelqu'un
qui pourrait bénéficier de ce que fait la personne avec laquelle on parle. Donc, il y a différentes façons de le faire, il y a différentes façons de se préparer pour ça. Parce que c'est beaucoup du mental. Hein. La vente, c'est énormément de mental. Et il y a des techniques. Donc, on peut utiliser LinkedIn pour demander des recommandations. Donc, on va voir le profil de la personne et puis on dit, voilà, j'ai vu un tel, un tel, un tel. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'ils pourraient être intéressés par une conversation avec nous, comme celle qu'on vient d'avoir? Si oui, est-ce que Ah oui, ce que j'allais te demander, ouais, là c'est avec une personne que tu connais déjà. Ça peut être, mais par exemple, on peut se rencontrer pour la première fois, Ulrich, et je te dis, j'ai été voir votre LinkedIn, j'ai repéré 5 personnes. Je ne sais pas si vous les connaissez. J'aurais voulu savoir si vous pensez que l'une d'entre elles, ou les 5, pourrait avoir un intérêt à avoir une conversation comme celle qu'on vient d'avoir. C'est monsieur machin, madame bidule, blablabla. Et il se peut que tu me dises, ah, je connais pas elle, je connais pas lui, je connais pas lui. Par contre, je connais ces deux, oui, oui. Est-ce que vous pensez que l'efficacité commerciale, mettre du process, là où tout le monde fait à l'intuition, ça peut avoir un intérêt pour eux? Je sais pas, il faudrait que je leur en parle. Vous pensez pouvoir leur en parler et hop, on voit comment on fait pour la prochaine étape. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu n'arrives pas en mode, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton réseau à qui ça pourrait intéresser? C'est, toi, tu as fait déjà ton travail en amont. Tu fais une liste où justement tu prépares cette liste à ton prospect, en fait, où lui, il n'a même pas besoin de réfléchir sur les noms. Parce que ce qui se passe souvent, en fait, c'est quand tu demandes des recommandations, où tu laisses penser ton prospect, au final, il va pas te donner de nom. Mais si toi, tu lui matches le travail, au final, ça va être beaucoup plus simple pour lui. C'est exactement ça. Et le grand souci de demander une recommandation, c'est que tout le monde pose la fameuse question. Vous connaîtriez pas quelqu'un qui serait intéressé dans votre réseau à discuter avec nous? Non. C'est même pas la peine de poser la question, je connais la réponse. Ouais, parce qu'au final, c'est le prospect qui doit réfléchir, qui doit faire le travail pour toi. Alors que si toi, tu as déjà fait le travail en amont, c'est beaucoup plus simple pour lui de répondre. Puis lui, il s'attendait pas à cette question en plus, si on lui a pas dit. Si on l'avait pas préparé dès le début, voilà, à la fin, j'aimerais qu'on voit un peu les recommandations. J'ai été voir votre LinkedIn. Et c'est bien aussi si vous apportez un petit truc, hein, tu sais, donnant, donnant. Des fois, on dit, ah ben moi, je voudrais bien des recos. Oui, mais nous, on connaît peut-être quelqu'un qui intéresserait la personne avec laquelle je suis en train de discuter. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Exactement. Et les gens aiment bien les bonnes surprises aussi. Et donc, le moment où tu poses cette question là, de demander des recommandations, ça généralement, c'est tu le fais à quel moment tu fais pendant ton premier rendez-vous avec eux, ou tu as un moment spécifique, ou ça dépend. À la fin du rendez-vous. Pour clôturer le rendez-vous, en général, on termine sur une recommandation. Ou si je ne l'ai pas fait à la fin du rendez-vous, je vais caler un autre moment, je vais le recontacter, je vais dire, voilà, j'ai fait un tour sur votre LinkedIn, je peux le recontacter à un autre moment. Et si à la fin du rendez-vous, je ne m'en sens pas, je dis, est-ce que ça vous dérangera si je vais voir un peu plus tard sur votre LinkedIn s'il y a des personnes avec lesquelles je pourrais rentrer en relation et est-ce que je pourrais vous demander? Et hop, je m'ouvre la porte pour la sortie. Il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de bon moment. Il y a juste le moment d'avoir les 5 secondes de courage pour demander. C'est ça. Je t'avoue que moi, c'est quelque chose que je fais pas, quasiment pas, et je pense que c'est un truc, comme tu dis, je pense que c'est sous-estimé de juste demander. Et il y a des gens, si tu as fait le travail en amont, ils sont prêts à à t'aider justement. Et il y a plein de monde. Mais il faut oser. Il faut juste se dire que les gens connaissent du monde. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a il y a un fort travail à faire sur la partie mentale, parce qu'on a l'impression de quémander. L'impression de faire comme ça. J'ai pas de business. Si, j'ai du business, mais j'aimerais bien me faciliter la vie. J'aimerais bien en faire plus, quoi, accessoirement. Ça fait pas de mal. Donc, en fait, Non, c'est ça. quelle société ne veut pas croître? Quelle société ne veut pas se faciliter la vie? Demander des recommandations, c'est un retour sur investissement de 30%. Il
Il n'y a aucune autre méthode de prospection qui donne ce résultat. Aucune. Ouais, c'est énorme en fait. Parce que ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, avec ce que tu disais tout à l'heure sur les changements, tu sais, de comment il faut prospecter, en fait, je pense que ça va aussi demain avec ça parce qu'aujourd'hui, comment les clients ils achètent, c'est en train de changer. Enfin, c'est surtout ça en fait qui est en train de changer plus que la façon de vendre. C'est juste du fait que les prospects changent leur manière d'acheter. Je sais qu'aujourd'hui, les recommandations entre pairs d'outils, par exemple, pour moi qui vends des outils, je sais très bien que ça pèse beaucoup plus que moi qui vais aller prospecter directement la personne. Si le directeur marketing de telle boîte qui est client de Chili Piper va dire à un autre directeur marketing de telle boîte qu'ils utilisent Chili Piper pour leur site internet, c'est beaucoup plus simple. Mais des fois, en fait, tu peux pas attendre que le prospect, le client le fasse. C'est toi aussi, tu dois le bousculer. Le bousculer. C'est pour que ça se passe. Accélérer les choses. Et Exactement. c'est exactement ce que tu as dit. Le processus d'achat change. Et avant, il y a des études qui sont sorties. Avant, on avait toute la bande passante de l'acheteur, du client, si tu veux l'appeler comme ça. Le commercial rentrait au numéro 0 et sortait au numéro 100. Aujourd'hui, il rentre au numéro 60 et il sort au numéro 80. Les 100%, ils se sont parcourus après tout seul. Donc, il a 20% de bande passante quand il en avait 100. On ne peut pas continuer à faire la même chose qu'on faisait il y a 50 ans. On n'a plus du tout les mêmes environnements. C'est plus possible. Et je pense que ça, ce qu'on est en train de dire, ça pourrait être le sujet d'un autre épisode de podcast parce que c'est un truc que je vois souvent en fait, c'est que ces techniques-là, nous on est en train de discuter de que les équipes commerciales, elles sont focus sur comme c'était avant, alors qu'aujourd'hui justement tout ce process il a changé et justement il faut changer ses stratégies et s'adapter à la nouvelle façon d'acheter. Donc, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, si les auditeurs qui sont en train d'écouter ou regarder la vidéo sur YouTube veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Alors, c'est soit mon email, donc c'est Amélie, comme mon prénom, le point, Morel, MAUREL, @sandler.com, donc la société. Et sinon, sur LinkedIn. Vous tapez Amélie Morel et normalement, je dois sortir en premier. C'est mon job. C'est ton job. Ça marche. Et du coup, de toute façon, je mettrai le lien de ton profil LinkedIn dans la description de l'épisode. Super. En tout cas, ravi, Henry. Du coup, c'était avec grand plaisir et je te dis à bientôt. À bientôt.